Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce cours, c'est mon premier cours. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux à ce cours. Donc, comme vous le voyez écrit sur cette première diapositive, les 6 cours que je vais donner à partir d'aujourd'hui s'intitulent globalement « Éléments d'analyse du système immunitaire ». L'idée, c'est de passer en revue avec vous un certain nombre des questions actuelles qui se posent les chercheurs dans le domaine de l'étude du système immunitaire. Donc, ce sont des cours assez fondamentaux. De temps en temps, j'évoquerai des questions médicales, y compris aujourd'hui, mais néanmoins, l'objectif que je voudrais essayer de partager avec vous, c'est de discuter de questions actuelles que se pose donc le monde de la recherche qui étudie les moyens de défense contre les infections et tout ce qui est associé, les grandes questions scientifiques du moment. Donc, comme vous avez sans doute, comme vous l'avez vu sur le programme, aujourd'hui, je vais essayer d'aborder en fait des questions plus de nature méthodologique, même s'il y aura quelques exemples concrets d'application. Comment on peut étudier le système immunitaire? Pourquoi on étudie le système immunitaire? Et ça passera en revue toutes sortes de techniques, comme vous allez le voir dans une seconde. Et à partir de la semaine prochaine, j'évoquerai quelques thèmes donc précis, sans être exhaustif, ce n'est pas possible, en 6 cours, concernant le système immunitaire. De mémoire, la semaine prochaine, on va discuter de la mémoire, qui est un sujet évidemment qui fascine et qui croise avec d'autres questions de biologie. Donc la mémoire du système immunitaire, et mon cours sera suivi d'un séminaire d'un chercheur qui s'appelle Jean-Claude Veil, qui travaille sur la mémoire des lymphocytes B, en particulier, donc comment les lymphocytes B gardent la mémoire de la rencontre avec un antigène pour produire des anticorps de façon efficace une seconde fois, par exemple. Le troisième cours concernera la façon dont les réponses immunes, notamment des lymphocytes T, donc l'immunité adaptative, dont je vais vous reparler dans un instant, comment ils sont activés, les différents types d'effecteurs. Et cela sera accompagné d'un séminaire de M. Amigorena, qui est un chercheur qui s'intéresse à la présentation de l'antigène aux lymphocytes T. Le quatrième cours traitera de la façon par quels signaux les lymphocytes s'activent au cours d'une réponse immunitaire, et comment ça fonctionne, et ça sera accompagné d'un séminaire d'un grand spécialiste de ce domaine qui travaille à Marseille, qui s'appelle Bernard Malissen. Le cinquième cours, au cours du 5e cours, on s'intéressera à la façon dont les cellules du système immunitaire, donc les globules blancs d'une manière générale, se développent, se différencient, comment ça fonctionne. Et sera présent un chercheur allemand qui s'appelle Thomas Böhm, qui travaille en Allemagne à Freiburg, qui est un éminent chercheur qui s'intéresse à certaines de ces questions, vous verrez. Et le dernier cours, fin juin, aura trait à l'autre branche du système immunitaire dont je vais vous parler dans 15 secondes, qui s'appelle l'immunité innée, et sera présent un autre chercheur de Marseille qui dirige le centre de recherche d'immunologie à l'université de Marseille-Lumini, qui s'appelle Éric Vivier. Donc voilà le programme des souffrances pour ceux qui auront envie d'aller jusqu'au bout. Je suis conscient du fait, mais évidemment c'est une règle de cette institution, que votre niveau de connaissance dans le domaine que je vais aborder est certainement extrêmement hétérogène. Et donc, cela peut poser question. D'autant plus que cela peut poser question, c'est que nous, immunologistes, avons l'habitude d'utiliser des mots qui ont pour nous un sens, mais qui n'ont pas forcément dans le sens commun le même, et qui peuvent être difficiles à comprendre. Dans la mesure du possible, j'essaierai de définir ces mots à chaque fois que possible, mais mon message, même si vous êtes un peu nombreux, moi j'aurais envie de vous dire, n'hésitez pas à m'interrompre, comme si vous ne comprenez pas. Levez la main, posez-moi une question et dites « stop, je ne comprends pas ». Je pense que ça sera plus utile, et sans doute pour d'autres personnes que celles qui osent lever la main, d'essayer d'expliciter tel ou tel concept, parce que forcément, plus les minutes passeront et les semaines passeront, plus j'aurai tendance à être de moins en moins pédagogue et avoir un sens didactique. Donc franchement, n'hésitez pas à m'interrompre, je n'en prendrai aucun ombrage, bien au contraire. Alors ce préambule fait, je vais aborder le cours aujourd'hui, donc la question comment, pourquoi étudier le système immunitaire, en commençant par quelques notions de rappel général. Le système immunitaire est partagé par tous les êtres vivants. Il est consubstantiel du vivant parce que pour vivre dans un monde qui est écologiquement extrêmement varié, où sont présents un très grand nombre d'êtres vivants différents, notamment de micro-organismes, donc de petits organismes qui mesurent quelques microns, ou parfois pour les virus qui sont beaucoup plus petits et qui pénètrent facilement à l'intérieur des êtres vivants plus importants comme nous, pour survivre tout simplement, pour avoir accès à la nourriture, où il y a compétition dans le milieu sauvage, et pour survivre à l'égard d'effets pathogènes que peuvent provoquer ces micro-organismes, ou parfois des organismes un peu plus gros. L'évolution a généré un système de défense qui s'appelle le système immunitaire.
Cette diapositive a pour but de vous résumer quelle est l'étendue du problème vu à l'échelle de l'homme. On va partir de la situation humaine, mais on pourrait le discuter de la même façon avec nos animaux de laboratoire préférés que sont les souris ou les petits poissons ou même des mouches, mais on va rester avec l'homme. L'étendue du problème, au sens propre, en termes de surface, est un problème sérieux, puisque, évidemment, le risque d'avoir des ennuis avec des microbes, ça se passe à l'interface, c'est du bon sens, entre nous et l'extérieur, et le monde extérieur. Et l'interface entre nous et le monde extérieur, c'est notre peau, à peu près 2 mètres carrés à l'âge adulte. C'est comme indiqué sur cette diapositive à la partie supérieure et droite, ici, l'arbre, si ça marche, oui, l'arbre respiratoire et ORL, donc le système ORL, le nez, la gorge, les oreilles, qui représente une surface épithéliale, de cellules épithéliales, qui est en contact avec les voies respiratoires de 140 mètres carrés. Donc nous avons chacun d'entre nous, à l'âge adulte, 140 mètres carrés de surface couverte de cellules épithéliales dans notre nez, les oreilles, la gorge, les bronches, les poumons. 140 mètres carrés au contact desquels, par la respiration et l'air que nous inhalons, nous pouvons être en contact avec des bactéries, des virus, des champignons qui peuvent éventuellement avoir envie, entre guillemets envie, de nous envahir, de coller aussi l'épithélial et de pénétrer. Donc c'est une surface qu'il faut protéger. De la même façon, au niveau du tube digestif, bien naturellement avec les aliments que nous ingérons des microbes, des bactéries en particulier, mais aussi des virus, des champignons, des parasites. Et là, la surface de contact entre le milieu extérieur défini par la bordure de l'estomac, de l'intestin. Enfin, l'estomac est stérile parce qu'il est à pH très acide. Mais ensuite, l'intestin grêle et le côlon, c'est 300 mètres carrés, encore plus. C'est colossal. Il faut imaginer que je n'ai pas de diapositive ici, si peut-être on en verra une tout à l'heure. La surface de l'épithélium intestinal, ce n'est pas une surface lisse, c'est fait de cryptes et de villosités avec un relief extrêmement abondant qui explique qu'in fine, il y a 300 mètres carrés de surface. Donc, il faut, pour notre système immunitaire, entre guillemets, protéger 100 mètres carrés de voie respiratoire, 300 mètres carrés de tube digestif. C'est colossal à l'échelle d'un seul individu. Et de fait, nous ne sommes pas stériles, vous le savez tous. À la surface de notre peau, il y a des bactéries, il y a des virus. Au sein de l'intestin, il y a une quantité énorme de virus et une quantité énorme de bactéries avec lesquelles nous vivons lorsque nous sommes en bonne santé, en bonne intelligence. Et nous savons aujourd'hui, par les techniques modernes de génomique, qui permettent d'étudier de façon extrêmement précise. Il y a des places par-ci, par-là, si vous pouvez vous infiltrer éventuellement, plutôt que de rester sur les marches, enfin, comme vous voulez, mais je vous le signale qu'il y a quelques places, notamment par là en bas, au centre. Donc, nous savons, grâce aux outils modernes de la génomique, nous pouvons séquencer de façon extrêmement efficace et précise des génomes présents dans les selles, ou éventuellement même prélevés au niveau du tube digestif. Et nous savons qu'il y a environ 10 puissance 14, ça veut dire 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin. Et nous vivons en très bonne intelligence avec ces 100 000 milliards de bactéries. Pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de cellules présentes dans l'organisme humain, c'est 10 fois moins. 10 puissance 13 cellules, 10 000 milliards. Il y a 10 000 milliards de cellules dans un corps humain, 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin. C'est absolument considérable. Et nous savons que ces 100 000 milliards de bactéries représentent environ au moins 1000 espèces bactériennes différentes, beaucoup d'entre elles à peine connues, que l'on ne sait pas cultiver au laboratoire, contrairement aux germes classiques pathogènes, staphylocoques, streptocoques que chacun connaît. Et cela représente en nombre de gènes, si on exprime les choses en nombre de gènes, comme vous le pouvez lire, 3 millions de gènes. Quand nous avons, pour vous donner un ordre de grandeur, dans nos cellules, nous avons 22 000 gènes. Okay, chacune de nos cellules comporte 22 000 gènes. Et l'ensemble du monde bactérien présent dans notre intestin, c'est plus de 3 millions de gènes. Vous voyez un peu les rapports en ordre de grandeur. Et encore une fois, toutes ces bactéries, tous ces virus, nous vivons en bonne intelligence. Ça veut dire qu'il s'établit un équilibre entre le pouvoir pathogène éventuel de ces microbes et les réponses immunitaires. Et c'est une question qui est assez complexe. Et surtout mon collègue ici, Philippe Sansonetti, travaille sur ces sujets. J'en parlerai un tout petit peu, mais si ça vous intéresse plus particulièrement, je vous suggère, je fais de la pub pour lui, d'aller écouter ses cours. Mais il y a aussi des parasites, des champignons, et puis de temps en temps, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, ce système se dérègle, il est associé à des pathologies. Donc, voilà les données du problème. Comment notre système immunitaire se débrouille pour vivre en bonne intelligence avec tous ces microbes qui sont présents en permanence dans notre intestin, dans une certaine mesure dans les voies respiratoires, au niveau de la peau, et comment il évite que certains d'entre eux ou d'autres
pénètre dans notre corps et provoque une infection sévère. Ça arrive une fois de temps en temps, chacun le sait, mais en général, aujourd'hui, pour nous tous, je l'espère, nous sommes en bonne santé et nous ne sommes pas infectés parce que notre système immunitaire veille. Comment il veille? Il a je peux employer, je vais le faire, un logage un peu militaire, mais les analogies avec le système de défense des armées n'est pas complètement... cette analogie n'est pas dénuée de fondement, même si évidemment il ne faut pas aller trop loin dans cette vision anthropomorphique de l'immunologie. Parmi les lignes de défense, il y a des barrières physiques. Ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. L'épithélium, la peau, par exemple, c'est ici, vous avez une image microscopique d'une peau. Avec l'épithélium, la partie... je suis désolé, la flèche ne marche pas extraordinairement bien, je trouve. Je ne sais pas si on ne la voit pas très bien se projeter sur la diapo, mais vous voyez que la partie, là où il y a marqué épiderme, c'est la partie superficielle de la peau. Donc il y a une couche de cellules épithéliales, des couches multistratifiées de cellules épithéliales qui représentent une barrière physique contre la pénétration de bactéries, de virus. Évidemment, si on se coupe, par exemple, cette barrière, il y aura une brèche, mais c'est néanmoins une protection dans l'immense majorité des cas. Au sein du corps, il y a des protections aussi. Le système nerveux est particulièrement protégé. Il faut savoir qu'entre le système nerveux et le système sanguin, il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-méningée, qui est représentée ici à travers les différentes cellules impliquées. Au milieu, cerclé d'orange, ça représente un petit vaisseau sanguin, imaginez, qui est dans le système nerveux. Et autour, il y a des espèces de cellules, celles qui sont en violet notamment, qui recouvrent complètement la surface du vaisseau sanguin et qui créent une barrière qui fait que la diffusion même de substances qui ne sont pas des microbes est filtrée. Et en particulier, si d'aventure il y a pénétration de bactéries, de virus dans le système sanguin, la probabilité qu'ils franchissent la barrière hémato-méningée est limitée. Elle n'est pas nulle, mais elle est limitée. Donc c'est une protection physique importante. Il y a des couches superficielles supérieures, le mucus, au niveau de l'intestin en particulier, mais aussi au niveau des bronches, des alvéoles respiratoires. Il y a une production de substances complexes qui sont composées de sucre et de protéines et qui recouvrent l'épithélium, là où il y a aussi les petits cils dont je vais vous reparler dans un instant, la surface en bas de la diapositive. Il y a une couche qui est assez imperméable aux bactéries et qui rend difficile le contact entre les bactéries et l'épithélium et le fait que les bactéries adhèrent et puissent ensuite pénétrer. Donc il y a une série d'obstacles physiques importants. Et puis il y a des fonctions actives qui sont non négligeables, qui sont des choses malheureusement parfois désagréables, mais qui aident à nous protéger. Le système ciliaire, ça c'est pas désagréable du tout, mais c'est ce qui est visible tout en haut de la partie de la diapositive de bas, l'image de bas. Vous voyez des espèces de petits cils qui sont à la surface de l'épithélium respiratoire, qui battent en permanence et qui permettent la remontée de toute une série de substances vers l'extérieur, et y compris des microbes. Et puis des événements physiques que nous connaissons tous, la toux, l'éternuement pour le système respiratoire. Merci beaucoup. Ah oui, nettement mieux. Pour le tube digestif, vomissements, diarrhée sont une façon d'évacuer physiquement de façon non négligeable. On oublie ces facteurs qui sont triviaux, mais en fait qui sont des moyens de défense contre les infections, sans être le système immunitaire proprement dit. Alors, si on arrive maintenant à un deuxième type de ligne de défense auquel on pense plus fréquemment lorsqu'on raisonne sur le système immunitaire, ce sont les cellules, les molécules, et comment ça fonctionne. Il y a deux grands types d'immunité. L'immunité innée, qui est présente dans toutes les espèces vivantes, et qui est présente pratiquement à la surface et au sein de toutes les cellules. Et je vais vous faire un très bref résumé. Encore une fois, on y reviendra en détail, en l'occurrence dans le dernier cours, le sixième. Pour des raisons d'organisation, c'est le sixième, mais peu importe. Ce système d'immunité innée, et ensuite je vais vous dire un mot de l'immunité adaptative. L'immunité innée a plusieurs composants, il y en a trois principaux. Le composant ubiquitaire, donc qui est associé à toutes les cellules. Et en fait, toutes les cellules de notre corps sont des cellules du système immunitaire, même si évidemment elles ont d'autres fonctions. Les neurones ont quelques fonctions importantes, les cellules musculaires ont quelques fonctions importantes, mais toutes les cellules participent en fait à la défense anti-infectieuse. Parce que, comme vous allez voir dans un instant, elles ont des systèmes de capteurs ou récepteurs de signaux et de réponses effectrices qui peuvent protéger contre les microbes, par exemple les interférons contre les virus. C'est un exemple parmi d'autres. Vous allez voir qu'il y a plusieurs classes de récepteurs. Il y a des systèmes sécrétoires, donc certaines cellules, ça peut être des cellules du foie pour certaines protéines, d'autres cellules produisent dans la circulation sanguine et donc des protéines qui sont dans les espaces extracellulaires,
le sang et tous les liquides qui entourent nos cellules et qui jouent un rôle dans l'immunité anti-infectieuse en pouvant neutraliser notamment des bactéries. Il y a le système dit du complément, je n'y reviendrai pas, je ne peux pas être exhaustif, ou d'autres protéines qui s'appellent les phycolines. Et puis, au sein du système hématopoïétique, c'est une façon savante de dire les cellules sanguines, hémato en grec c'est le sang, hein. Parmi toutes les cellules sanguines, il y a les globules blancs, et parmi les globules blancs, il y a une catégorie de cellules qui ont une propriété très importante, vous allez en voir une image dans un instant, les cellules phagocytaires, qui, comme leur nom l'indique, sont capables de phagocyter, d'avaler des microbes, et c'est une arme importante pour détruire une série de micro-organismes. Donc de façon plus spécifique concernant les aspects de l'immunité ubiquitaire, le principe est celui qui est montré sur cette diapositive. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un principe qui est partagé entre la drosophile, donc les mouches. Incidemment, c'est chez la mouche que la première fois ce type d'immunité a été mis en évidence. C'est l'équipe de Jules Hoffman à Strasbourg qui a fait ce travail. Il a eu le prix Nobel pour cela. Mais donc ce système dans l'ensemble, même si ensuite il y a des variations, je ne vais pas entrer dans le détail des variations aujourd'hui, existe avec les mammifères. Nous partageons avec la mouche, mais aussi des plantes et des vers de terre, etc., ce système d'induction de réponse d'immunité innée qui repose sur un principe très simple, un récepteur, un capteur, qui va reconnaître des molécules issues de microbes. Et on entrera dans les détails de tout cela dans le cours numéro 6. Donc certains types de molécules qui ne sont pas présentes chez l'homme ou pas présentes dans les espèces concernées, mais qui sont reconnues par ces récepteurs qui peuvent être, comme vous le voyez sur cette diapositive, à la surface de la cellule, mais vous allez voir tout à l'heure qu'ils peuvent être aussi à l'intérieur de la cellule, donc détecter des microbes au sein de la cellule, pas uniquement à l'extérieur. Détecteurs qui ensuite, via une série de molécules, qui ont des noms un petit peu bizarres ici, pour ceux qui ne connaissent pas, mais peu importe, qui s'enchaînent et qui interagissent les unes avec les autres, il y a une voie de signalisation, on transmet un message au sein du cytoplasme de la cellule, qui va aboutir au noyau, en bas en marron ici c'est le noyau, et qu'est-ce qui se passe? La réponse principale de la reconnaissance de molécules d'origine étrangère, de microbes, va être l'induction de la production d'ARN messager d'une série de gènes. Donc ici, ceci représente l'ADN. La flèche est censée vous montrer l'induction de la transcription d'un gène. En fait, toute une série de gènes sont induits à produire leurs messagers qui vont donner naissance à des protéines impliquées dans les réponses anti-infectieuses et qui sont dites pro-inflammatoires. J'ai cité les interférons tout à l'heure, qui sont une arme très importante de l'immunité antivirale, mais il y a d'autres substances, les cytokines comme l'interleukine 1, le TNF et d'autres qui sont produites dans ces circonstances. Donc ce système, encore une fois, il est partagé entre toutes les espèces, il est mis en action extrêmement rapidement lors d'un contact avec un microbe, en quelques heures, et il permet in situ la production de protéines qui vont avoir une action antimicrobienne qui parfois va être suffisante à contrôler l'infection. Donc j'ai dit que ce système, il était membranaire, avec l'exemple, j'y reviens un instant, qui est ici des protéines qui s'appellent TOL, c'est un nom allemand en fait qui veut dire beau, parce que c'était décrit initialement par des chercheurs allemands, et fondé sur le mot TOL, on a appelé ces récepteurs-là, en anglais, les TOL-like récepteurs. Donc nous partageons avec les mouches et d'autres espèces ce type de récepteurs qui sont présents à la surface des cellules, mais certains à l'intérieur. Et puis il y a d'autres types de récepteurs. Aujourd'hui, je vais vous en épargner le détail, 5 classes de récepteurs. On les reverra un peu plus en détail et quelles sont leurs propriétés, quelles questions intéressantes ils posent lors du 6e cours, donc il y a dans quelques semaines. Juste une idée de répartition, c'est-à-dire que la nature a bien fait les choses dans l'évolution, c'est qu'elle a mis en place des récepteurs à la surface des cellules, les fameux Toll-like récepteurs, TLR, qui ont des numéros, 1, 2, vous voyez qu'ils sont formés de dimères, 1, 2, 2, 6, 4, 5, ceux-là ne sont pas forcément hétérodimériques, et ils vont reconnaître des molécules différentes à la surface des cellules. D'autres sont au sein de compartiments intracellulaires, ce qu'on appelle des endosomes, comme TLR9, TLR7, TLR3. Ceux-là reconnaissent des acides nucléiques, donc en gros des virus, ou éventuellement, ce qui peut poser problème, des acides nucléiques issus de la cellule s'il y a quelque chose d'anormal. Ça peut être la cause de maladies auto-immunes, incidemment. Mais physiologiquement, donc, ces récepteurs sont impliqués dans l'immunité contre les virus. Ça, c'est pour les Toll-like récepteurs. Il y a ceux qu'on appelle les NLR, nucléotide-like récepteurs, qui sont dans le cytosol, donc ni dans la surface ni dans le noyau. Il y en a plusieurs types, je n'entre pas dans les détails. Il y a les CLR, ça veut dire C-type lectin receptors,
qui sont à la surface. Vous voyez, ils ont ces noms bizarres, mannose récepteur, dectin-1, Minkel, etc. Ils reconnaissent notamment des carbohydrates issus de champignons. On en parlera dans 6 semaines. Ils jouent un rôle important dans l'immunité contre les champignons. Et puis il y a encore les RLR qui reconnaissent aussi des acides nucléiques, donc qui sont utiles dans l'immunité antivirale. Donc nous avons développé au cours de l'évolution toute une série de récepteurs reconnaissant une myriade de molécules, de patterns moléculaires, comme on dit dans notre jargon, qui induisent ces réponses immunes, qui sont un peu toujours les mêmes ensuite. Il y a une espèce de rassemblement vers quelques voies de reconnaissance. On en verra quelques exemples tout à l'heure. J'ai parlé déjà de l'unité cellulaire et l'hématopoïétique, mais je voudrais juste vous illustrer la notion de phagocytose, qui est une notion absolument fondamentale en immunologie, qui a été décrite par Metchnikov il y a plus de 100 ans, à travers cette image ici d'un polynucléaire neutrophile. Les polynucléaires neutrophiles, c'est une des 2 espèces de cellules douées de cette capacité de phagocytose, et qui sont les cellules mobiles. Comme vous le savez sûrement, les polynucléaires neutrophiles sont présents dans notre circulation sanguine. Ils sont renouvelés tous les 2 jours. On en produit des quantités astronomiques. Et ils migrent dans les tissus, on verra ça aussi dans quelques semaines, à l'occasion d'un événement infectieux. Ils sont attirés par des molécules chimiques issues des microbes. Et ces polynucléaires mobiles, ils sont capables de phagocyter des bactéries. Et ici, vous avez une image en microscopie électronique de l'extrémité d'un polynucléaire, sa membrane, la zone blanche, grise, c'est l'extérieur de la cellule. Vous voyez qu'il est en train de phagocyter une bactérie qui est en fait elle-même en train de se diviser. Ça, c'est le hasard, c'est la beauté de l'image. Et vous avez une représentation schématique de plus ou moins la même chose ici, et avec la suite des événements. La suite des événements, c'est qu'une fois que cette bactérie est phagocytée, elle est dans une structure intracellulaire que l'on appelle un phagolysosome, c'est son nom scientifique, et dans ce phagolysosome sont déversées une série de substances qui sont d'une part des radicaux oxygènes libres qui vont donner de l'eau oxygénée et également de l'eau de Javel, HOCl. Nous produisons dans nos cellules les substances que vous utilisez chez vous pour d'antiseptiques pour nettoyer votre cuisine, etc. Donc nous produisons dans nos cellules, dans nos polynucléaires, ces substances extraordinairement toxiques si elles devaient diffuser au contact des bactéries pour les tuer, et également d'autres enzymes qui sont également impliquées dans ce phénomène. Voilà un résumé ultra rapide, ultra synthétique de l'immunité innée. Pour en savoir plus, soit vous lisez, soit vous attendez 6 semaines, on en reparlera plus en détail. L'immunité adaptative, la seconde grande arme du système immunitaire, je vais vous expliquer dans un instant le principe. Elle repose sur 3 types de cellules, qui sont toutes des cellules professionnelles. Cette fois-ci, ça ne concerne donc un nombre très limité de cellules. Les neurones, les cellules musculaires, les cellules de la peau n'ont pas de fonction d'immunité adaptative. Les cellules impliquées dans l'immunité adaptative, ce sont les cellules qui présentent les antigènes. C'est une catégorie de cellules qui sont essentiellement appelées des cellules dendritiques, qui sont issues de la moelle osseuse. Donc ce sont des cellules sanguines qui ont de très jolies formes étoilées. On en reparlera, si de mémoire, au cours numéro 3 dans le détail. Et elles sont très importantes parce qu'elles vont digérer partiellement des protéines issues des bactéries, des virus, etc., de tous nos microbes qui sont susceptibles de nous embêter, et de les digérer et de présenter des extraits de ces bactéries ou de ces virus à leur surface, associée aux molécules d'histocompatibilité, on reverra ça, aux lymphocytes T. Donc sans ces cellules, pas d'immunité adaptative. Donc le deuxième partenaire, ce sont les lymphocytes T, une catégorie importante de globules blancs, dont vous allez voir dans un instant un résumé de leurs fonctions, et on en discutera en détail dans un autre cours. Et puis, troisième catégorie de cellules, les lymphocytes B, qui morphologiquement ressemblent beaucoup aux lymphocytes T, et qui produisent les fameux anticorps, les immunoglobulines, ce qu'on appelle l'immunité humorale, et qui ont besoin des lymphocytes T pour être capables de faire ce boulot. Ça, ce sont les cellules de l'immunité adaptative. Qu'est-ce que c'est que l'immunité adaptative ? C'est un type d'immunité qui est radicalement distinct de l'immunité innée. Il repose sur un système de reconnaissance qui est diversifié, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. On a vu qu'à peu près n'importe quelle cellule, ce n'est pas tout à fait exact, est disposée de tous les récepteurs contre toutes sortes de systèmes moléculaires propres aux microbes. Ici, imaginons un instant ce qui se passe lors du développement de ces cellules. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on reverra plus tard dans les semaines qui viennent. Il y a une diversification des lymphocytes. Voilà une image d'un lymphocyte sanguin sur un frottis sanguin, à partir d'une cellule précurseur qui vient de la moelle osseuse. Toutes les cellules sanguines viennent de la moelle osseuse. Ces cellules se divisent, elles se différencient. Les lymphocytes T le font dans le thymus, la partie supérieure du thorax, les lymphocytes B dans la moelle osseuse, et sont soumis à des événements de recombinaison génétique
de gènes très précis qui sont les récepteurs pour l'antigène, si bien que le produit final, et je n'entre pas dans les détails aujourd'hui de comment ça se passe, le produit final est le fait qu'à la surface de ces cellules, comme c'est schématisé sur cette diapositive, sont présents des récepteurs qui, vous voyez, ont une forme différente. C'est une façon de donner l'idée que chacun de ces lymphocytes T maintenant, ou lymphocytes B, c'est vrai pour les deux systèmes, reconnaissent un antigène différent. Donc il y a des clones, cette cellule est un clone, ce deuxième un clone, troisième un clone. Il y a des millions de clones reconnaissant des antigènes différents. Donc en ce sens, le système n'a rien à voir avec l'immunité innée. Et lorsqu'il y a une stimulation antigénique, ce petit point rouge est censé représenter un antigène issu, mettons, de, je ne sais pas, le virus de la grippe, si on est infecté par le virus de la grippe. Ce lymphocyte-là, qu'il soit T ou B, peu importe, c'est le même principe, s'il est capable de reconnaître la structure chimique d'une séquence de peptides d'acides aminés issus d'une protéine du virus de la grippe, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à se diviser très rapidement. Néanmoins, il faut du temps pour accumuler un grand nombre de cellules qui vont être ensuite capables, donc, et ce n'est pas une qui va donner 4, c'est quelques centaines qui vont donner quelques centaines de millions, vont donner en ordre de grandeur. C'est une échelle très importante sur le plan quantitatif. Et ces cellules sont impliquées dans une réponse effectrice, on va voir dans un instant ce qu'elle peut être. On fait l'hypothèse, qui est heureusement le plus souvent juste, que cette réponse est efficace, c'est-à-dire qu'on gagne la bataille contre le virus de la grippe, par exemple, si je prends l'image du virus de la grippe. Et donc, ce qui va se passer, c'est que 99% des cellules spécifiques des lymphocytes spécifiques du virus de la grippe qui ont été activées au cours de cette infection, ça va prendre quelques jours. Donc, il y a une course contre la montre contre l'infection pendant ce temps-là. Mais au bout du compte, si le processus a été efficace, la plupart de ces cellules vont mourir. Et nous garderons ensuite que quelques cellules mémoire spécifiques du même antigène, donc dans l'exemple que je prends du virus de la grippe, qui seront présentes dans nos organes lymphoïdes. Et nous verrons dans le cours sur la mémoire que ces cellules elles peuvent vivre des dizaines d'années. On a la preuve, je vous en montrerai la preuve la semaine prochaine si vous êtes là, que ces cellules peuvent être présentes 70 ans après qu'il y ait eu la première stimulation antigénique. C'est quand même un système extraordinaire dans sa longévité. Et ces cellules, s'il y a un deuxième contact, mettons avec le même virus de la grippe ou un virus proche, à nouveau, elles vont se diviser très vite, de façon plus efficace, et vont nous protéger. Et bien sûr, ceci est le principe de la vaccination. C'est la base scientifique de la vaccination. Alors, quelles sont les fonctions effectrices? Ces cellules, quand elles se sont, après l'expansion, c'est-à-dire la phase de division cellulaire, qu'est-ce qu'elles font? Comment elles nous défendent? De multiples façons. Je vais passer ça un instant, je reviendrai en arrière. Vous avez ici les lymphocytes T, une espèce de vue panoramique de ce qui se passe avec les lymphocytes T, qui vous résume à la fois leur différenciation dans le thymus, à partir d'une cellule souche qui vient de la moelle osseuse, qui va se diviser, ceci n'est pas montré ici, et se différencier en deux grandes catégories de lymphocytes T, qu'on appelle CD4 et CD8, qui ne reconnaissent pas tout à fait les antigènes de la même façon, et qui vont donner naissance à toute une série de fonctions. Et encore, cette image est simplifiée par rapport à la réalité, mais on discutera aussi dans quelques semaines de concept de séparer aussi clairement que je l'ai fait sur cette diapositive les fonctions de chacune de ces cellules que je vais vous énumérer dans une seconde. Parce que les choses sont plus compliquées que cela. Et on verra qu'il faut nuancer mon propos. Mais pour l'instant, je vous demande d'admettre le fait qu'il y a des lymphocytes CD8, donc il y a un certain type de marqueur membranaire qui s'appelle CD8, qui ont une fonction très importante, qui est la cytotoxicité. C'est-à-dire qu'ils peuvent tuer d'autres cellules qui sont infectées par des virus ou des microbes. C'est une des façons que nous avons de nous débarrasser d'une infection, c'est de tuer les cellules infectées. Évidemment, ceci peut poser problème, mais c'est extrêmement efficace. Et aussi de produire des substances solubles, des protéines qui s'appellent le gamma-interféron, qui joue un rôle dans l'activation des macrophages, donc qui recrutent des cellules de l'immunité innée, ou les TNF. Ensuite, il y a une série de cellules qu'on appelle TH, T-helper, parce qu'elles aident d'autres cellules. C'est un système de lymphocytes T qui aide d'autres cellules, soit des lymphocytes B, ça c'est le rôle de ces cellules qu'on appelle TFH. La terminologie vaut ce qu'elle vaut, je suis navré, mais T follicular helper, parce qu'elles sont situées dans un endroit très précis dans les ganglions lymphatiques, au contact des lymphocytes B. Et au contact des lymphocytes B, elles vont aider les lymphocytes B à produire des immunoglobulines. Et puis les autres cellules T helper, dites 1, 2, 17, produisent différents types de cytokines qui ont des fonctions différentes, c'est-à-dire qu'elles activent des cellules différentes à combattre des microbes différents. Aujourd'hui, je n'entre pas dans les détails, parce que ce n'est pas l'objectif du cours d'aujourd'hui, mais on en discutera au cours 3 ou 4, je ne sais plus. Et puis il y a encore d'autres cellules qui sont très intéressantes, très importantes. Ces cellules-là T-reg, ça veut dire T régulatrices.
Ce sont des lymphocytes T qui proviennent des cellules CD4 et qui ont une fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elles régulent l'intensité des réponses immunitaires. Elles évitent en général les réponses pathologiques, inflammatoires ou auto-immunes, et elles le font parmi diverses fonctions en produisant des substances qui sont immunosuppressives, donc elles font le boulot inverse des autres fonctions énumérées au-dessus, comme par la production, par exemple, d'interleukine 10, de TGF-bêta et d'autres substances. Puis il y a encore d'autres cellules que je vous épargne aujourd'hui. Je ne vous épargnerai pas totalement lors des cours où on en reparlera en détail, mais juste pour vous dire qu'il y a une grande variété de cellules qui se développent à partir de précurseurs communs, qui ont des fonctions distinctes et dont la mise en jeu dépend du contexte, du lieu et du contexte de l'infection. C'est quelque chose que je discuterai dans un cours ultérieurement, mais pas aujourd'hui. Je reviens un instant en arrière, juste pour vous indiquer qu'il y a un couplage entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Les deux armes se parlent, il y a un bon état-major, c'est comme si l'armée de terre et l'armée de l'air travaillent bien ensemble, ça peut arriver. Donc ici, l'immunité innée et l'immunité adaptative travaillent ensemble. De quelle manière? Ici, vous avez les cellules dendritiques dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, qui sont ces cellules également d'origine sanguine, qui proviennent des monocytes, en gros, et qui ont cette forme avec des dendrites, d'où leur nom de cellules dendritiques, qui présentent les antigènes aux lymphocytes T. Et les lymphocytes T, ils voient à travers son petit récepteur, qui est ici, un peptide qui est présenté sous forme d'un carré blanc ici, à la surface de la cellule dendritique. Mais pour que cette reconnaissance soit efficace et provoque la division des cellules et la mise en jeu des fonctions effectrices dont je viens de vous parler, il faut qu'il y ait d'autres signaux qui soient également mis en jeu par la reconnaissance, et c'est marqué ici par les petits points violets, d'autres interactions moléculaires entre la cellule dendritique et le lymphocyte T. Et la molécule violette, peu importe son nom aujourd'hui, on en reparlera plus tard dans un autre cours, elle provient du fait que la cellule dendritique a été activée par l'infection, par les produits microbiens, et que son immunité innée a été mise en jeu, et ça a donné naissance, parmi d'autres conséquences, dans l'expression de cette protéine, entre guillemets, violette sur mon schéma. S'il n'y a pas de protéine violette, il n'y a pas de réponse. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'immunité innée, il n'y a pas d'immunité adaptative. Les deux armées, encore une fois, collaborent, et ceci est assez logique en termes d'organisation temporelle, puisque l'immunité innée est mise en jeu en quelques heures, et l'immunité adaptative en quelques jours. Donc l'un permet l'enchaînement de l'autre. Voilà, pardon de cette espèce de petit rappel général. Essayez de situer les choses. Ah, j'ai encore une image, pardon, j'avais oublié, que je voulais vous dire un tout petit mot aussi, des cellules cytotoxiques, que j'aime bien, il se trouve qu'on travaille au laboratoire sur ces cellules, donc qui sont des cellules ici en gris. En bleu, vous avez la cellule cible qui va mourir. Imaginez qu'il s'agisse d'une cellule infectée par le virus de la grippe. Je reprends le même exemple que tout à l'heure, mais ça peut être un autre virus, virus d'Epstein-Barr, virus de la mononucléose infectieuse ou virus de l'hépatite, par exemple. Si cette cellule est infectée par un virus, elle aura donc des peptides issus d'une protéine du virus présentés par les molécules d'histocompatibilité à la surface. Ça va activer le lymphocyte T qui va produire en son sein ce qui est ici imagé sous forme de petits cercles rouges, des petits granules qui contiennent des protéines cytotoxiques qui vont migrer progressivement selon une organisation du cytosquelette de la cellule. Vous voyez, il y a des espèces de petits traits de cheveux noirs, en fait, qui sont des réseaux de microtubules qui vont permettre à ces granules de migrer vers la zone de contact, qui apparaît en coupe comme une cocarde. C'est vraiment une cocarde, c'est la zone dite synaptique. Voilà, c'est aussi, on évoquera cela, la synapse immunologique dans des cours ultérieurs. Les granules migrent dans cette zone et certains d'entre eux vont s'ouvrir dans la zone de contact et relarguer au contact c'est le phénomène dit d'exocytose, vont relarguer leur contenu au contact de la cellule cible. Le contenu pénètre dans la cellule cible et ces protéines sont des protéines tueuses, vont entraîner ce sont des enzymes qui vont cliver des protéines, entraîner une mort par dite apoptose, par clivage brutal d'un très grand nombre de protéines. Et le résultat, donc, c'est que cette cellule bleue dans mon image ici va mourir. L'ensemble du processus prend 20 minutes. Ça va très très vite. Et ces lymphocytes cytotoxiques sont redoutables. Ce sont des, entre guillemets, serial killers. Ils sont capables de reproduire ce phénomène en tuant une cellule, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et donc ils sont assez efficaces, heureusement pour nous, sinon nous ne serions pas là, dans l'immunité anti-infectieuse et en particulier dans l'immunité antivirale. Ils sont probablement également mis en jeu dans l'immunité antitumorale, avec un degré d'efficacité un tout petit peu moindre. On en verra un exemple tout à l'heure. Voilà le résultat final.
cette cellule ne va pas bien du tout, là elle prend une forme imagée ici naturellement irrégulière et elle meurt par apoptose. Et encore une fois, cette cellule est capable de recommencer immédiatement à tuer une autre cellule. Alors, après ce panorama global très synthétique, de ce qu'est le système immunitaire, ses cellules, ses fonctions, on va essayer de discuter ensemble, ça va devenir un petit peu plus compliqué, comment on peut étudier ces cellules et pourquoi. Et en particulier, est-ce qu'on peut se faire un bilan de santé de notre système immunitaire? C'est une question qui peut paraître bizarre. Bilan de santé du système immunitaire. Est-ce qu'on sait le faire? La réponse est non. Sauf des situations de pathologie extrême, de maladies extrêmement sévères d'origine héréditaire qui rendent le système inopérant ou très faiblement opérant. Des maladies sur lesquelles je travaille et occasionnellement on en parlera dans le cours. Mais dans la plupart des situations, donc la vôtre, j'espère, la mienne, je l'espère aussi, nous ne sommes pas capables aujourd'hui, de façon très précise, de faire un bilan de notre système immunitaire. Ça va être certainement très étonnant, mais c'est la réalité, et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème principal, c'est que nous avons accès raisonnablement, chez l'homme en tous les cas, qu'aux cellules sanguines. On ne va pas aller prélever des cellules dans les ganglions, dans la moelle osseuse, dans le thymus, etc. etc. Et le système sanguin, où bien sûr circulent toutes les cellules du système immunitaire, c'est la face émergée de l'iceberg, mais ça ne représente que quelques pourcents de l'ensemble de notre système immunitaire, donc ça ne reflète pas forcément la réalité physiologique. Et d'autre part, nous n'avons pas la capacité, à travers les paramètres que nous étudions aujourd'hui, d'avoir une vision globale permettant de nous dire si nous savons nous défendre très bien contre tel microbe ou tel autre, en sachant que nous sommes tous, on va le revoir, très inégaux face aux maladies infectieuses et aux maladies liées au système immunitaire, à l'immunopathologie. Alors pourquoi on a envie d'étudier ce système? C'est de répondre à ces questions. Je vais vous donner les raisons principales dans un instant, et ensuite on discutera le comment. Comment on peut essayer d'avancer, qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut envisager de faire demain. Pourquoi? On a envie de savoir. La curiosité scientifique, évidemment, c'est la base. Comme dans tout domaine de la science, la recherche fondamentale, on veut comprendre. Mais au-delà de ça, en médecine, il y a un certain nombre de questions qui nous intéressent. Je l'ai dit à l'instant, nous sommes extrêmement inégaux face aux pathologies infectieuses. Donc, si nous prenions chacun d'ici d'entre nous, on reconstituait nos histoires infectieuses, nous nous apercevions, ce qui est bien connu sur un plan épidémiologique, que nous n'avons pas les mêmes risques infectieux. Je vais vous donner un exemple, on pourrait en citer des centaines. La tuberculose. Chacun sait ce que c'est que la tuberculose et que c'est une maladie potentiellement grave qui est liée à une mycobactérie, le bacille de Koch, qui pénètre dans les cellules et vit à l'intérieur des macrophages. Pour 10 personnes qui sont infectées par le bacille de Koch, une seule développe la tuberculose et les 9 autres guériront spontanément de l'infection sans savoir qu'ils ont eu la tuberculose. Et ceci a des fondements génétiques. C'est une variabilité génétique qui est complexe, qu'on ne comprend pas complètement, mais sur lesquels il y a des éléments de connaissance aujourd'hui, qui indiquent que nous sommes donc, avec cet exemple, très différents les uns des autres. Et évidemment, on aurait tous envie de savoir à quels germes nous sommes sensibles, auxquels nous sommes spontanément résistants. Aujourd'hui, on est incapable de le dire tant qu'on n'a pas fait l'expérience du contact avec l'agent infectieux. Donc, si on pouvait le prédire, ce serait une information intéressante. De la même façon, nous sommes tous très inégaux face au risque de développer des maladies allergiques. Chacun sait qu'il y a des gens allergiques, d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a des familles où il y en a plus souvent des maladies allergiques, des familles où il y a moins de sujets allergiques. Il y a une base génétique, il y a une base environnementale, mais on est incapable de le prédire aujourd'hui tant qu'on n'a pas d'informations précises. Idem pour les maladies auto-immunes, et peut-être même dans certains aspects de pathologies cancéreuses où le système immunitaire peut intervenir. Autre élément, on est amené, pour les personnes qui ont par exemple des rhumatismes sévères, ou des maladies auto-immunes, ou des gens qui reçoivent des greffes, parce qu'ils ont une maladie très grave qui a détruit leur rein, leur foie, leur cœur, on est amené à utiliser des médicaments que l'on appelle immunosuppresseurs pour éviter les rejets de greffes ou pour limiter une maladie auto-immune. Eh bien, nous savons que le degré d'efficacité de ces médicaments, d'une part, et leur dangerosité, d'autre part, c'est-à-dire le risque d'aggraver, d'induire une faiblesse de notre système immunitaire trop importante, ceci est très variable d'une personne à l'autre. Donc si on pouvait le prédire avant de commencer à donner le médicament, si on pouvait ajuster exactement la façon de procéder, ce serait un grand progrès médical. On ne sait pas le faire aujourd'hui. Et enfin, les vaccins, c'est un tout petit peu la même chose. À l'égard des vaccinations, même si dans l'ensemble elles sont efficaces à l'échelle des populations, nous sommes plus ou moins bien protégés. Donc si on pouvait prédire pour chacun d'entre nous l'efficacité de chaque vaccin, on pourrait faire des programmes de vaccination à la carte
qui serait évidemment formidable. Donc il y a beaucoup de boulot parce qu'aujourd'hui, on est incapable de faire aucune de ces actions qui sont indiquées sur cette diapositive. Donc c'est un objectif important de recherche appliquée, mais qui est complètement fondé sur les connaissances fondamentales. Alors comment on peut faire? Beaucoup d'approches, on va essayer de les discuter dans le temps qui reste, en allant avec des choses qui vont être simples et parfois un peu plus compliquées. On peut faire ce qu'on appelle les analyses de phénotypes. Phénotype, ça veut dire observer des phénomènes et appliquer au système immunitaire. Une des choses les plus simples qu'on puisse faire, c'est d'ailleurs en utilisant des outils dérivés du système immunitaire, les anticorps. On sait fabriquer des anticorps, on va y revenir dans un instant, à la carte, qui reconnaissent les différents constituants des cellules du système immunitaire et permettant de les identifier. Et on peut aujourd'hui, vous allez voir comment, on peut utiliser des centaines de marqueurs pour une seule cellule et être très précis sur la description de quelles protéines sont présentes à sa surface et quelles protéines sont présentes à l'intérieur de la cellule. On peut littéralement, là j'énumère le programme, le menu de ce que je vais vous décrire ensuite dans un peu plus de détails. On peut voir le système immunitaire. Il y a aujourd'hui des outils de microscopie in vivo chez l'animal, chez les souris en particulier, mais éventuellement d'autres espèces, qui permet de voir le système immunitaire en action. Je vais vous en montrer quelques exemples dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut étudier de cette manière? Et puis ensuite, il y a l'aspect génétique. Je vous ai dit que dans toute cette variabilité de réponse immunitaire d'un individu à l'autre, il y a beaucoup de génétique, de différences entre individus. Et cette génétique, on peut l'étudier de différentes manières, à travers la pathologie, les mutations responsables de déficiences, par exemple, du système immunitaire, ou à travers des variations qui ne sont sans être pathologiques, qui font qu'entre nous, nous n'avons pas exactement les mêmes séquences des gènes qui codent pour des protéines impliquées dans les réponses immunitaires. Et donc essayer de corréler, on va voir ça tout à l'heure, corréler des variations de séquences de gènes avec des fonctions du système immunitaire. Ça devient un peu plus compliqué. On peut combiner les analyses phénotypiques et génotypiques, et on peut même s'aider de l'évolution, comment nous avons évolué au cours du temps, pour essayer de comprendre quelles sont les molécules les plus importantes et préciser cet état de santé, entre guillemets, du système immunitaire. Donc je vais essayer maintenant de passer en revue ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 façons de procéder. On va commencer par l'analyse dite phénotypique. L'affaire commence en 1975. 1975, ça fait presque 40 ans aujourd'hui. C'est la description par César Milstein, qui est un chercheur d'origine argentine, qui travaillait en Angleterre, d'une technique extrêmement astucieuse qui permet de fabriquer des anticorps dits monoclonaux. Anticorps monoclonaux, ça veut dire qu'une cellule donnée va produire des millions de molécules, toutes identiques les unes aux autres, qui sont des anticorps qui reconnaissent une même substance. Donc on peut produire à façon, c'est une forme d'ingénierie cellulaire, pour produire en grande quantité une protéine reconnaissant une molécule précise. Je simplifie un tout petit peu, mais cela est un outil très puissant. Il y a aujourd'hui des milliers, pour ne pas dire plus, d'anticorps monoclonaux qui ont été produits. Je vous fais grâce des techniques par lesquelles on peut l'obtenir. Et cette technique s'est avérée d'une extraordinaire richesse pour caractériser toutes sortes de réactifs, et notamment, dans mon domaine, en immunologie, mais ça s'applique à toute la biologie, des protéines associées au système immunitaire, donc le système immunitaire lui-même. Vous allez voir des exemples dans une seconde. On a utilisé assez rapidement ces anticorps en les modifiant pour les rendre visibles. La façon de les rendre visibles au microscope, puis à un système plus puissant qui s'appelle la cytométrie en flux, c'est de coupler chimiquement à l'anticorps une substance fluorescente, ce qu'on appelle un fluorochrome. Donc cette substance, elle est fluorescente, c'est-à-dire que si on émet une lumière à une bonne longueur d'onde, ce fluorochrome va réagir et va émettre des photons. Ces photons, on peut les, soit à l'œil au microscope, soit mieux avec des machines plus sophistiquées, les voir et donc capter un signal qui permet de détecter que l'anticorps s'est fixé sur sa cible et donc peut-être à la surface d'une cellule et nous dire que ce lymphocyte est un lymphocyte T, un lymphocyte B ou qu'il a telle ou telle caractéristique. Au début, on a fait ça avec 1 ou 2 ou 3 anticorps et comme vous allez le voir dans une seconde, d'une part, on a développé des techniques qui permettent, 20 ans plus tard, de reconnaître des lymphocytes T spécifiques d'un antigène. Vous allez voir comment, je ne lis pas vous pouvez lire ce qui est écrit là, mais je vous explique dans une seconde, quelques minutes plus exactement, comment on fait. Et on est passé à une étape toute récente où les technologies d'études en cytométrie de flux se sont fantastiquement sophistiquées, vous allez voir comment dans un instant, qui permettent d'analyser simultanément plusieurs marqueurs, plusieurs protéines, à la surface et dans une cellule, et même avec les techniques les plus récentes,
qui ont ces noms un peu complexes, je vais revenir dans un instant, soit de déconvolution spectrale, soit de cytométrie de masse, je vous explique ça dans 2 minutes. On peut simultanément analyser des dizaines, voire des centaines de paramètres sur une seule cellule, ce qui devient évidemment une façon extrêmement puissante d'analyser les caractéristiques des cellules du système immunitaire. Ce que je dis là peut s'appliquer à d'autres cellules dans d'autres contextes, mais les immunologistes sont particulièrement friands de ce type d'analyse. Alors, on va remonter la cascade, on va être en 1979 d'abord, début de la cytométrie en flux, qui sont des machines assez intéressantes, dont le principe est marqué ici, est indiqué ici, pardon. Donc, vous avez des cellules, imaginons ce sont des lymphocytes, et vous avez en rouge ou en vert des anticorps qui vont reconnaître, vous avez ici l'exemple d'un anticorps qui reconnaît la molécule CD4, donc qui est une molécule présente sur 2/3 des lymphocytes T, une molécule très importante. Donc vous avez un anticorps qui reconnaît la molécule CD4 sur lequel on a chimiquement couplé une protéine fluorescente qui, si on l'excite à une certaine longueur d'onde, va émettre une lumière de longueur d'onde verte qui serait visible dans le vert. Ici, un anticorps qui reconnaît CD8 qui est couplé à une autre molécule fluorescente qui va émettre, selon la longueur d'onde adéquate, des photons qui sont fluorescents dans le rouge. Donc à partir de là, si on fait passer les cellules dans un échantillon ici, qui est la cytométrie en flux, et qu'on soumet ces cellules à l'effet d'un laser, à une certaine longueur d'onde, on va avoir, du fait de la présence de ces fluorochromes, l'émission de longueurs d'onde différentes qui sont reconnues par des capteurs de ces photons. Et en traitant l'image, on peut observer ce type de résultat. Par exemple, ici, vous avez des cellules qui sont positives pour le rouge et négatives pour le vert. Donc ce sont des cellules CD8. Ici, vous avez des cellules qui sont positives pour le vert et négatives pour le rouge. Donc ce sont des cellules CD4. Ici, vous avez des cellules qui sont ni rouges ni vertes, donc qui sont ni CD4 ni CD8. Et à l'inverse, ici, CD4 et CD8. Donc c'est en fait des cellules immatures qui auraient ces caractéristiques. Donc ce système de cytométrie en flux dont je viens de vous indiquer le principe de façon un tout petit peu rapide est utilisé communément dans tous les laboratoires de recherche, mais aussi les laboratoires de diagnostic d'immunologie, pour caractériser les principales catégories de lymphocytes. Au début, on a fait ça avec quelques molécules, et aujourd'hui, il y a une très grande gamme d'anticorps qui peuvent être utilisés de cette façon. La limite de cette technique, c'est que si on veut analyser de façon précise la fluorescence, on est obligé de mettre en place des filtres, parce que les bandes passantes de longueur d'onde émises à partir de l'excitation de ces substances fluorescentes est assez large, comme vous voyez. Ce n'est pas un pic très étroit. Si vous voyez par exemple pour le FIT, c'est la protéine qui fluoresce en vert, vous voyez que ça va de 470 nanomètres jusqu'à 650. Donc c'est très très large. Donc si on veut analyser les choses spécifiquement, il faut couper et ne pas n'accepter que ce qui passe entre 500 et 550. Pour le rouge, ici, vous avez, pareil, on va limiter pour éviter les zones de chevauchement, parce que les zones de chevauchement, elles vont nous induire en erreur. Et d'ailleurs, il y a toute une série de systèmes de correction qui sont nécessaires pour faire de la cytométrie de flux. Donc c'est à la fois intéressant, mais ça limite l'utilisation de cette technique, puisque du coup, on ne peut pas utiliser simultanément trop de fluorochromes différents, parce que sinon, très vite, on sature la gamme de toutes les longueurs d'onde. Il y a eu des progrès récents, je vais passer ça et j'y reviendrai après, pour être dans ma logique, dont je suis incapable d'ailleurs de vous donner les détails physiques, mais des progrès récents permettent d'utiliser toute la bande passante par un système d'analyse des spectres et dit de déconvolution spectrale. S'il y a des physiciens parmi vous, ils comprendront mieux que moi. Très honnêtement, je ne comprends pas tout de cette affaire, mais ils sont capables de décomposer les spectres d'émission de fluorescence de telle manière que quel que soit l'endroit où cette fluorescence existe, ils peuvent la rapporter à la fluorescence spécifique. Du coup, toute la bande passante peut être utilisée, et au lieu d'avoir 2, 3, 4 marqueurs simultanés, on peut monter à 15, 20 ou 30. Donc c'est un progrès considérable d'analyse. Je reviens en arrière un instant pour cette histoire sur un plan un tout petit peu différent, qui est, au-delà d'étudier l'expression de telle ou telle molécule à la surface ou à l'intérieur des cellules, ici on cherche à caractériser de façon clonale les lymphocytes spécifiques d'un antigène donné, qui sont très peu nombreux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on prend un échantillon de sang, mettons 100 ml de sang, ce qui est déjà beaucoup, il va y avoir, mettons, 100 millions de lymphocytes T. Parmi ces 100 millions de lymphocytes T, si on prend dans mon sang, il va en avoir peut-être 10 qui sont spécifiques du virus de la grippe.
Donc si je veux voir ces 10 cellules, ce n'est pas facile. Il y en a très très difficile à détecter. Il y a un truc qui a été mis au point par le laboratoire de Mark Davis, qui est sur la côte ouest des États-Unis, il y a maintenant presque 20 ans, qui est d'utiliser un système très astucieux où il n'utilise pas des anticorps, parce que ça ne serait pas assez spécifique. Il utilise des molécules présentatrices d'antigènes, qui sont les molécules HLA, qui physiologiquement sont celles qui présentent l'antigène, associées à l'antigène. L'antigène, c'est la petite boule verte, schématiquement. Mais s'il utilisait, on peut produire dans des cellules par génie génétique ces molécules, ce n'est pas très compliqué. Mais s'il n'en mettait qu'une, l'affinité entre la molécule HLA, le peptide et le récepteur T pour l'antigène, qui est ici à la surface, c'est la surface de la cellule, et en dessous, c'est l'intérieur. L'affinité entre ces trois molécules, la bleue, la verte et la jaune, est trop faible pour que le lien soit stable. Okay. Donc l'astuce a été d'augmenter l'avidité. Augmenter l'avidité, c'est de polymériser les molécules. Et ici, un système dit de tétramère, c'est marqué là, vous voyez qu'il y a 4 molécules HLA couplées au même peptide, qui sont chimiquement reliées à travers une substance qui s'appelle la streptavidine, qui va permettre dessus de fixer une autre substance qui s'appelle la biotine, qu'on pourra reconnaître avec des anticorps. Et de cette manière, la liaison est suffisamment stable, et on va pouvoir détecter mes 10 lymphocytes T spécifiques du virus, de telle protéine du virus de la grippe, parmi mes 100 millions de lymphocytes T. Donc c'est une façon très fine d'aborder les réponses spécifiques d'antigènes des lymphocytes T. Je vous en montre un exemple d'application de chez nous au laboratoire, en l'occurrence dans un contexte médical de traitement de malades qui reçoivent des injections de lymphocytes T, une immunothérapie. Vous avez ici l'image en abscisse, donc en bas, les lymphocytes CD8, donc une des deux catégories de lymphocytes T, et en ordonnée, en verticale, vous avez la détection de tétramères qui reconnaissent un peptide issu de PP65, c'est une protéine du cytomégalovirus, un virus susceptible de nous infecter. Et donc ce peptide de PP65, peu importe la protéine exacte, est couplé à une molécule HLA qui s'appelle A2, qui est présente chez beaucoup d'entre nous. Et vous voyez qu'à un certain temps de l'évolution du malade, J-13, c'est avant l'injection de cellules, il n'y a rien du tout, il y a que des cellules négatives, il y a des cellules CD8, elles sont là, chaque point c'est une cellule, mais vous voyez que dans la partie supérieure, on ne voit rien, il n'y a pas de cellules spécifiques du peptide issu du virus, cytomégalovirus. 10 jours après injection, il n'y a toujours rien, mais 37 jours après, vous voyez qu'il y a un petit contingent de cellules ici, il y en a même relativement beaucoup, 2,5% des lymphocytes T, CD8, qui sont spécifiques de ce peptide. On peut même dire qu'elles se sont divisées in vivo, sinon on ne les verrait pas ainsi. Donc c'est une méthode très fine pour étudier spécifiquement des réponses immunitaires avec d'autres caractéristiques sur lesquelles je vais passer ici. Donc voilà un type de progrès. Un autre progrès, le plus spectaculaire, avec une technique qui coûte affreusement cher par ailleurs, c'est ce qu'on appelle la cytométrie de masse, qui est encore extrêmement peu utilisée dans le monde, où le principe est différent. Au lieu d'utiliser des anticorps couplés à des substances fluorescentes, on couple des anticorps à des métaux, et des métaux lourds qu'on appelle les lanthanides. Il y a ici le 147 SM, ça doit être le strontium, si je ne me trompe pas. L'autre, je ne sais pas les noms, ils ont des noms pas possibles. Si vous allez sur la table de Mendeleïev, vous les retrouverez tout en bas. Donc vous avez un exemple ici, 3 anticorps couplés à 3 molécules, atomes très très lourds, et fixés sur une cellule. Donc cellule avec 3 anticorps fixés dessus. Donc vous avez votre échantillon, et ce qui va être fait, c'est que ces cellules, elles vont être soumises à un flux d'argon, un gaz rare. En fait, elles vont être ionisées, elles vont éclater, mais les anticorps couplés à des fragments de la cellule vont persister, et on va pouvoir, par une technique de spectrométrie de masse, qui détecte très très finement des substances de poids moléculaires différents, analyser qu'est-ce qui est présent. Ça, c'est la technique ici. On va obtenir ce genre de bandes qui correspondent à chaque fois à la présence d'un de ces métaux lourds, et intégrer ces données dans une technique qu'on appelle le CITOF, qui permet de reconstituer une image. Et cette technique est fantastiquement puissante. Je vais vous en montrer 2 ou 3 exemples ici. Ça devient un peu plus compliqué, je suis désolé, mais j'espère que vous pouvez suivre, parce qu'on peut utiliser toutes sortes de métaux et faire de la combinatoire. Ça, c'est une expérience réelle qui a été faite, publiée l'année dernière. Oui, ce sont des données très récentes. 10 métaux lourds différents, schématisés par des couleurs différentes, peu importe les noms. Et vous prenez un anticorps donné, mettons anti-CD4, anti-CD8 ou autre chose, et chacun de ces anticorps, vous allez le coupler à 3 métaux différents. Donc vous allez avoir des anticorps anti-CD4, on va prendre l'exemple qui est là, couplés au métal numéro 1, peu importe son nom exact, l'anticorps anti-CD4 couplé au métal numéro 6, et l'anticorps anti-CD4 couplé au métal numéro 9. Okay,
Et là, on va prendre un autre anticorps et on va le coupler au numéro 3, 5 et 10. Et si vous faites une combinatoire de ce type, 10 métaux et 3 combinaisons, ça fait 120 combinaisons différentes. Donc en utilisant cette technique, on va être capable simultanément, avec ces systèmes de reconnaissance, d'étudier sur une population cellulaire donnée 120 paramètres. Vous voyez, tout à l'heure, on était à 1, 2, 3 ou 4. Aujourd'hui, on est à 120, ce qui est un progrès considérable dans la façon très fine d'analyser les réponses immunitaires. Exemple d'application de cette technique qui est dans les mains de très peu de monde aujourd'hui par les laboratoires d'immunologie. Travail donc publié l'année dernière qui analyse à nouveau les lymphocytes spécifiques d'antigènes, avec les tétramères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on peut naturellement utiliser des tétramères couplés à un métal lourd, exactement de la même façon. Ici, les résultats vous montrent que les résultats sont reproductibles. On a un échantillon d'un individu qui se trouve ne pas être infecté par le virus cytomégalovirus, dont j'ai déjà parlé. Peu importe, c'est juste un exemple. Pardon, séropositif. Il a été infecté par ce virus. Ça, c'est un autre individu qui n'a jamais été infecté par le virus. Et on regarde ces lymphocytes spécifiques de toute une série de virus. Virus d'Epstein-Barr, rotavirus, cytomégalovirus, virus de la grippe et d'autres. Je vous passe les détails. On a divisé l'échantillon en deux pour voir si on trouve les mêmes résultats avec les deux échantillons. C'est le minimum que l'on attend. La réponse est oui, parce que par exemple, on va prendre juste un exemple, parce que sinon on y passerait toute la soirée. Lymphocytes spécifiques de la grippe, vous avez la fréquence des événements détectés. Vous voyez, 1, ça veut dire que ça serait 100%, 1, oui, un dixième, un centième, etc. Vous voyez que si on prend la grippe, on va le trouver ici avec une fréquence qui est quelque part entre 1% et 1 pour 1000, dans cet échantillon lu selon l'axe horizontal, idem selon l'axe vertical. Donc la technique est reproductible. Ça nous rassure, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ce qu'on peut en faire, c'est qu'en même temps qu'on fait ces analyses spécifiques d'antigènes, pour chacun de ces types de lymphocytes spécifiques qui sont repris ici, par exemple, est-ce que j'ai la grippe? Si je voulais rester avec la grippe, pas de chance, je n'ai pas la grippe. Si j'ai la grippe, flux M1, ici vous avez des lymphocytes qui sont reconnus avec des tétramères, donc d'un peptide de la grippe associé à une molécule HLA. Et ensuite, on peut regarder toute une série de caractéristiques de ces cellules. Alors, si c'est en bleu, ça veut dire qu'on ne détecte pas de marquage avec un anticorps donné. Si plus c'est jaune, plus c'est fort, plus il y a marquage. Vous voyez donc que pour mon clone, mes cellules, ce n'est pas forcément un clone, mes cellules spécifiques du virus de la grippe, on va être capable de dire quelles sont CD8. On a déjà parlé de CD8, c'est très jaune. Quelles sont, j'arrive plus ou moins bien à lire, mais peu importe les détails, elles expriment plus ou moins certaines molécules. On va pouvoir reconstituer comme ça toute une carte d'expression de molécules, cellule par cellule, en tous les cas, type de spécificité par type de spécificité. Donc c'est une avancée vers la réponse à la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que je suis capable d'étudier en détail le système immunitaire et éventuellement de décrire l'état de santé du système immunitaire? Je peux dire que chez cet individu, au moins, il a des lymphocytes spécifiques de virus de la grippe qui ont telle ou telle caractéristique. C'est une première étape. Je suis désolé, c'est un peu plus compliqué. Et là, c'est encore plus compliqué. Je vais passer pour ne pas être trop long et analyser, de prendre une autre vision des choses, c'est le cas de le dire, qui est de voir le système immunitaire. Aujourd'hui, il existe des technologies qui sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent, donc littéralement, vous allez le voir, d'observer in vivo une réponse immunitaire en train de se faire. Comment on peut faire ça? Avec des techniques de microscopie très particulières, et en particulier quelque chose qui a été développé il y a 30 ans environ, qui est la microscopie biphotonique. Donc, la microscopie classique que vous connaissez tous, elle repose sur l'éclairage d'une coupe de tissu, par exemple, avec une énergie telle qu'on va pouvoir voir une image, mais que si on veut pénétrer dans un tissu, on va avoir obligé d'avoir une énergie importante et on va détruire le tissu. Donc on limite très vite les capacités d'action. L'astuce ici, c'est qu'au lieu d'utiliser un photon pour éclairer le tissu, on en utilise deux, et tous les deux ont une faible énergie. Mais à eux deux, ils permettent de mieux voir les choses sans détruire les tissus. Et on peut avoir des images extrêmement précises. Donc on peut dégager, par exemple, ici à la base de la patte d'une souris, un ganglion lymphatique et l'étudier en détail. Et on va pouvoir acquérir des images les unes après les autres, donc reconstituer les éléments au cours du temps, donc d'avoir l'impression d'un film, si vous voulez. Et on peut utiliser les techniques de fluorescence, si on marque les cellules avec des colorants fluorescents, pour les voir bouger, et on peut faire des études quantitatives. Alors de façon plus précise, voilà le type d'image qu'on obtient.
C'est des images qui sont ici de travaux de quelqu'un qui travaille à l'Institut Pasteur qui s'appelle Philippe Bousseau. Ça, c'est l'image d'un ganglion lymphatique. C'est là où se passent les réponses immunitaires. L'essentiel des réponses immunitaires démarre dans les ganglions lymphatiques. On injecte des cellules et un antigène. 4 minutes après, au sein du ganglion, vous avez des cellules en vert, des cellules en rouge. Les cellules en vert, ce sont les cellules présentant l'antigène. En rouge, ce sont des lymphocytes T spécifiques d'un antigène donné. Vous voyez qu'elles sont distinctes. S'il y avait un film, on les verrait bouger dans tous les sens et elles n'adhèrent pas les unes aux autres. Un peu plus tard, vous voyez que de temps en temps, c'est cerclé ici, il y a des situations où le vert est au contact du rouge. Le vert au contact du rouge, ça veut dire que le lymphocyte T est collé à une cellule présentatrice d'antigène et vraisemblablement est en train de reconnaître l'antigène et de s'activer. Donc la réaction démarre ici. 40 minutes plus tard, il y a plus de contacts. Et si on avait l'image sous forme de film, on verrait que les cellules ne bougent presque plus. Elles se sont immobilisées dans cette phase d'adhésion intercellulaire induite par la reconnaissance d'un antigène. Donc c'est ce type d'image. On peut vraiment analyser une réponse immune qui se met en jeu et on peut suivre ces cellules comme ça, pas éternellement, mais pendant 1 à 2 heures avant que le tissu se détruise parce qu'il devient trop chaud à cause des systèmes d'éclairage. On peut faire des choses plus sophistiquées. On peut en même temps faire ce qu'on vient de faire. La dynamique de contact, c'est exactement ce que je viens de vous décrire. Premier type d'information. Deuxième type d'information, on peut observer des signaux d'activation des cellules, in vivo. Ici, les signaux de calcium. Qu'est-ce que ça veut dire? Signaux de calcium, ça veut dire qu'une cellule, on le reverra dans un autre cours, lorsqu'un lymphocyte T ou un lymphocyte B s'active, il y a un flux de calcium, le métal calcium, qui pénètre à l'intérieur des cellules. Donc si on a au sein de la cellule, et c'est facile à faire, une sonde qui se fixe au calcium, qui va émettre une fluorescence à une certaine longueur d'onde, on peut voir ce que vous voyez là. Il n'y a rien, pratiquement rien à temps 0 seconde. Au bout de 150 secondes, 2 minutes et demie, vous voyez clairement que cette cellule est fluorescente verte parce qu'elle a été activée et il y a un signal calcique qui est mis en jeu et donc elle est en train, c'est une marque indirecte, très rapide, 150 secondes, 2 minutes et demie après contact avec l'antigène, la cellule s'est mise en action, observe une entrée de calcium au sein de cette cellule et ceci va avoir des conséquences ensuite qu'on discutera dans un autre cours. Donc vous voyez, simultanément, on peut voir les cellules entrer en contact, on peut voir les cellules s'activer, on peut voir l'évolution de l'interaction entre les cellules présentant l'antigène et les lymphocytes T. C'est exactement ce que vous voyez là. Vous avez l'évolution entre 2 et 4 minutes de l'image, exactement la formation de la zone de contact. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, la synapse immunologique. On peut l'étudier de façon extrêmement fine au cours du temps. On en reparlera dans un autre cours. Et puis, on peut même faire encore d'autres choses, c'est observer des fonctions, des conséquences. J'ai parlé tout à l'heure de cytotoxicité lymphocytaire. On peut étudier in vivo la cytotoxicité lymphocytaire, ici par une technique qui s'appelle le FRET, qui est faite que quand 2 molécules qui ont un certain type de fluorescence entrent en contact très très proche, ça modifie la longueur d'onde émise, et donc on a une image qui apparaît. Et ici, en l'occurrence, de façon indirecte, la technique est utilisée pour mettre en évidence le fait que la cellule ici devient cytotoxique, c'est-à-dire tue la cellule à laquelle elle adhère. Donc on peut observer le contact, la signalisation, la formation de la synapse, les conséquences effectrices, la mort cellulaire ici, ou en bas, la production de cytokines dans un endroit très précis, c'est la production d'interféron gamma, qui est visualisée ici par une substance fluorescente. Donc vous voyez, de façon dans un temps limité, tout ça, ça se passe en un certain nombre de minutes, on peut analyser in situ, in vivo, chez la souris, toute une action, une série d'actions impliquées dans une réponse immunitaire, évidemment, en faisant varier des paramètres, mieux comprendre quels sont les déterminants de ces réponses immunitaires. Donc les techniques deviennent fantastiquement puissantes, et on peut même faire encore mieux. À l'échelle unicellulaire, on peut combiner ces techniques de microscopie biphotonique, ça ressemble à un microscope biphotonique, qui a plein d'avantages parce qu'il permet d'avoir des informations dynamiques, la mobilité des cellules, les interactions, mais qui a un grand inconvénient, on n'a pas les informations dites phénotypiques, ce qui est dans le jargon des immunologistes, veut dire qu'on ne sait pas si la cellule est CD8, CD4, T, B, ou je ne sais pas quoi. Mais si on peut avoir une astuce qui est combinée avec les techniques de cytométrie de flux et d'avoir les deux types d'informations, le phénotype, entre guillemets, des centaines de marqueurs, combinés avec toutes ces fonctions. Je veux juste un exemple, technique qu'on appelle la dynamique in situ cytométrie, le DISC, si vous voulez, où on utilise des anticorps simples, en fait des simples monomères, non pas les dimères classiques, à la surface des cellules. Vous voyez par exemple cette cellule-là, elle est marquée en intracellulaire avec un colorant vert, qui est une protéine fluorescente, qui s'appelle la GFP. On la marque in vivo en injectant des FAB, ce qu'on appelle les FAB, avec quelque chose qui va être de la fluorescence rouge.
Donc cette cellule, elle est marquée à la fois en rouge et en vert. Et on fait toutes les analyses de microscopie biphotonique. Et on les suit dans l'espace et au cours du temps. Et ensuite, on reprend les images et on les analyse selon une technique de cytométrie de flux. Donc on peut combiner les deux techniques. On a des informations sur quelles protéines sont exprimées à la surface de la cellule. Donc on peut les identifier très précisément. Comment elles interagissent, comment elles s'activent, quelles fonctions elles vont avoir. Donc les outils deviennent extraordinairement puissants. C'est ce que les immunologistes utilisent aujourd'hui. Voilà, c'est un résumé. Je suis conscient d'être un peu rapide, mais l'idée, c'est de vous donner un parfum des techniques, des méthodes par lesquelles on peut aujourd'hui analyser de façon extrêmement sophistiquée les réponses immunitaires. Et en l'occurrence, dans ce que je viens de vous montrer, in vivo, chez l'animal. Il est bien sûr inconcevable d'imaginer une seconde que ces techniques soient utilisées chez l'homme. Mais chez l'animal, on peut regarder des ganglions lymphatiques, on peut commencer à regarder aussi ce qui se passe dans des tissus au moins proche de la peau, pas trop profond, sinon ça devient difficile. Enfin, on peut commencer à faire des choses très très intéressantes. Alors un autre volet, c'est la génétique, donc les gènes et les produits des gènes, les ARN messagers. C'est une autre composante très importante que l'on peut utiliser dans le domaine de l'immunologie, bien sûr dans d'autres domaines aussi, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de l'immunologie et en quoi c'est intéressant. Et ensuite, on essaiera de combiner les deux. Donc ça aura un élément de complexité de plus. Un exemple très concret, et qui revient à une des questions que j'ai posées tout à l'heure, que je vous ai posées et que je me pose, peut-on prédire la réponse à des vaccins? Il y a une expérience très intéressante qui a été publiée il y a maintenant 4-5 ans, 2009. Qu'est-ce qui était fait dans ce travail? Ils ont pris 15 individus, 15 d'entre nous, et on les a vaccinés contre la fièvre jaune. C'est un vaccin qui est utile pour nous protéger contre une arbovirose qui n'existe pas en France, mais qui peut être très grave, qui est présente dans certains pays, en Amérique du Sud, etc. Donc en général, quand on va dans ces pays, on vous dit qu'il faut vous vacciner contre la fièvre jaune. OK, sauf qu'on n'est pas tous protégés. Là, vous avez dans l'exemple de ces 15 personnes, vous allez voir, il y en a 10 qui sont protégés, 5 qui ne sont pas protégés. C'est comme ça, c'est le hasard de l'expérience. Et ce que les chercheurs ont essayé de faire, c'est de comprendre quels paramètres pouvaient être associés à la protection et ceux qui ne sont pas associés à la protection, en étudiant toute une série de marqueurs dans le sang des personnes vaccinées. Ils ont vacciné, et puis ensuite, à plusieurs jours, ils ont pris du sang, donc avant le vaccin, 1 jour, 3 jours, 7 jours, 3 semaines après le vaccin, et on a mesuré la production de cytokines, donc de substances produites par les lymphocytes, interférons, TNF, l'interleukine 1, etc., etc. On a étudié le phénotype. Encore une fois, le phénotype, ça veut dire quelles cellules avec quels marqueurs à leur surface, lymphocytes T, CD3, CD4 et plein d'autres choses. Est-ce que les cellules dendritiques avaient des marqueurs d'activation? Et on a regardé, on arrive aux gènes, le profil des ARN messagers pour toute une série de gènes. Techniquement, on sait faire ça aujourd'hui, ça s'appelle le transcriptome, au sein des cellules mononucléées, c'est-à-dire les globules blancs qui ne sont pas des polynucléaires, les lymphocytes et les monocytes. Et puis, on a encore regardé les réponses spécifiques d'antigènes des lymphocytes TCD8 avec la fameuse technique des tétramères dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on a dosé les anticorps, des choses plus simples. Et on a toutes ces informations chez ces 15 individus à tous ces temps-là. Et on essaie de voir si, en combinant toutes ces informations, production d'ARN messagers par des gènes, caractéristiques protéiques de ces cellules, de production des anticorps, est-ce qu'on peut coupler la réponse et la non-réponse à une série de paramètres biologiques? La réponse est oui, mais malheureusement, ça reste compliqué. Voilà l'image qu'on a. Alors évidemment, si face à ça, vous êtes circonspect, moi aussi. Néanmoins, vous voyez quand même que si on prend à gauche, vous avez les 10 individus répondeurs, et à droite, les 5 individus non répondeurs au vaccin. Non répondeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'anticorps, ils ne sont pas protégés. Ça, c'est simple. Simplement, on a envie de comprendre pourquoi ces 5-là, ils ne sont pas protégés, et que ces 10-là, ils sont protégés. Si on regarde le profil d'expression de gènes, chaque ligne, c'est un ARN messager d'un gène donné. Plus c'est rouge, plus il y en a, plus c'est bleu, moins il y en a. Vous voyez quand même globalement qu'en haut à gauche, entre ici et ici, ça fait des centaines de lignes naturellement, c'est plutôt jaune et rouge. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Et en dessous, c'est plus souvent bleu, donc plus négatif. A contrario, chez les 5 individus non répondeurs, il y a beaucoup plus de bleu là, il y a très peu de rouge, et là, c'est un peu plus rouge et moins bleu. Donc autrement dit, on peut corréler, mais évidemment, ça reste très compliqué. Mais on peut corréler la réponse chez ces 10 individus à l'expression d'une série de gènes qui sont là, et à contrario, on peut corréler la non-réponse de ces 5 individus à la non-expression d'une série de gènes.
Évidemment, ça n'est pas une information pratique qu'on va pouvoir utiliser demain au cabinet de votre médecin pour vous dire vous êtes là ou vous êtes là. Mais pour les chercheurs, aujourd'hui, c'est un début d'information qui devrait peut-être permettre qu'un jour on arrivera à la situation rêvée, de savoir qui il faut vacciner et comment. Mais vous voyez comment on peut quand même utiliser, on a des débuts d'information. Autre façon de faire les choses avec l'expression des gènes, c'est une image, mais alors il faut prendre le temps de regarder ce qui se passe. Le principe qui est derrière ces petits cercles de couleurs, c'est à nouveau c'est ce qu'on appelle le transcriptome, c'est-à-dire l'analyse d'expression des ARN messagers de centaines de gènes dans les cellules sanguines. Alors qu'est-ce qui est regardé ici? Vous avez la liste des cellules qui ont été étudiées là, avec des marqueurs colorés. Les plasmacelles, ce sont les plasmocytes, c'est-à-dire les cellules qui produisent des immunoglobulines, on en a très peu dans le sang. En jaune ocre, les plaquettes, les cellules de la coagulation, qui ne sont pas très impliquées dans les réponses immunitaires. En bleu, ici, les lymphocytes B, donc qui produisent les anticorps. En mauve, les cellules dites myéloïdes, ça veut dire les polynucléaires, les macrophages. Ça, on va passer. En bleu clair, les cellules cytotoxiques, je vous en ai déjà parlé, une catégorie de lymphocytes qui tuent. En violet, les neutrophiles, ici les globules rouges, les lymphocytes T en bleu plus marqués, et puis d'autres marqueurs qui sont plus cette fois-ci de cellules, mais de caractéristiques biologiques. Quand beaucoup d'inflammation ou la présence d'interférons, donc certains types de gènes, les interférons sont produits ou pas. Donc on étudie les caractéristiques liées à toutes ces cellules en termes de profil d'ARN messager, et on va l'étudier dans des tas de situations différentes. Ici, je vais vous montrer un exemple. On va prendre l'exemple qui est ici. Je vais essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Quand c'est rouge, c'est très fortement élevé. Quand c'est bleu, c'est l'inverse, c'est très bas. Et on va comparer 10 individus en bonne santé et 10 individus atteints d'une maladie auto-immune qui s'appelle le lupus érythémateux disséminé. En anglais, c'est SLI, Systematic Lupus Erythematosus, qui est une maladie auto-immune qui est liée à la fabrication d'anticorps contre l'ADN et qui donne une maladie de la peau, qui peut donner une maladie des reins, qui peut être une maladie assez embêtante. Donc c'est une maladie immunologique liée à des auto-anticorps. Donc si je regarde le profil d'expression des gènes, je veux savoir quel est le profil d'expression des gènes des gens qui ont un lupus par rapport à des gens qui n'ont pas de lupus. Est-ce qu'on ne peut pas définir des modèles prédictifs à nouveau? Et je vais regarder par catégorie. Alors par catégorie, pour comprendre, il faut savoir, là c'est une façon arbitraire de donner les résultats dans les travaux, c'est un Français qui est aux États-Unis, M. Chaussabel, qui a fait ce travail, il est à Seattle. Par exemple, on ne peut pas tout regarder, ça serait trop long. On va regarder quelque chose qui est pertinent à l'égard du lupus, qui est l'interféron. Donc la case, ici, la troisième case de la colonne 1, la colonne verte, donc M3, donc peu importe, ça s'appelle M3, c'est le code qu'utilise ce chercheur. Donc dans cette case-là, il fait une carte globale d'expression des gènes qui sont liés aux interférons. Les interférons eux-mêmes, des produits de gènes induits par l'interféron. Vous voyez que si on compare des individus sains et des individus lupiques, c'est lupique par rapport aux sains, c'est très très rouge. Ça veut dire que les individus qui ont un lupus ont plein de gènes activés dans le contexte de l'interféron et des conséquences de la production d'interférons. Je vous rappelle que l'interféron sont des substances antivirales. Mais néanmoins, on sait aujourd'hui, et cette image le montre, et on pourrait en montrer d'autres, que les malades qui ont un lupus, ont des cellules, des globules blancs, qui ont une activation très très forte des gènes liés à l'interféron, à un certain type d'interféron. Donc c'est une information qui est aujourd'hui connue, qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui de façon prédictrice, mais qui est un marqueur parmi d'autres, et vous voyez qu'il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'autres, qui progressivement nous permettent de définir, au moins d'avoir une espèce de photographie des marqueurs de l'immunopathologie, en l'occurrence du lupus, et qui, encore une fois, peut-être un jour pourront être utilisés de façon prédictive. La génétique stricto sensu, là c'était les ARN messagers, maintenant les gènes. Comment on peut utiliser les gènes pour étudier le système immunitaire? Là, on peut le faire de différentes façons, en étudiant les mutations spontanées, ça c'est absolument mon travail. Au laboratoire, nous étudions des individus qui ont des déficiences de leur système immunitaire parce qu'ils ont des mutations d'un gène. Donc c'est un système très très simple, en première approximation. Un gène est muté, et la conséquence c'est que leur système immunitaire fonctionne mal. Si vous reliez quel est le gène muté avec quelles sont les conséquences, quel type d'infection ou quelle auto-immunité, vous apprenez quelque chose sur le produit du gène. Mais évidemment, c'est une situation caricaturale, très rare et qui ne s'applique pas à la population générale, mais qui est très utile pour apprendre sur le fonctionnement du système immunitaire. On peut faire la même chose, non pas de façon spontanée, mais de façon induite.
chez la souris ou d'autres espèces animales, on peut inactiver des gènes, on peut modifier les gènes, c'est quelque chose que l'on sait faire aujourd'hui assez facilement. On appelle ça dans notre jargon des souris knockout. C'est un gène qui est knockout, ce n'est pas la souris. La souris se porte plus ou moins bien, ça dépend des conséquences, de quelle est l'importance du gène, mais on a aujourd'hui des souris dont à peu près tous les gènes importants dans les réponses immunitaires sont inactivés. Et on peut en étudier les conséquences. Et puis on peut croiser les souris, et c'est un outil très important de l'étude du système immunitaire, de la même façon qu'il l'est dans d'autres systèmes. Et puis on peut faire d'autres choses qui est plus compliquées. Si on prend cette fois-ci les pathologies courantes, c'est d'essayer de corréler l'existence d'une maladie, par exemple le lupus érythémateux disséminé, je l'ai pris comme exemple dans la diapositive précédente, un certain type de maladie auto-immune, avec des modifications du génome. Je pense que vous savez tous que si on compare le génome de deux individus, il est pour l'essentiel identique, sauf qu'il y a quand même un certain nombre de variations qui sont assez importantes. Nous avons 3 milliards de paires de bases, et on va avoir à peu près 0,1% de notre génome, ça veut dire comme une base sur 10 000, qui va différer. Et on va essayer de faire des corrélations entre ces variations géniques. Évidemment, il y en a beaucoup, parce qu'un 10 millième de 3 milliards, ça fait encore beaucoup. Hein. Vous pouvez faire le calcul. Et on va essayer de corréler ces modifications génétiques à un phénotype. En l'occurrence, le phénotype, c'est une maladie. Et ça s'appelle en anglais du GWAS, ça veut dire Genome Wide Association S, je ne sais plus. Merci. Et c'est une méthode assez utile sur le plan génétique pour trouver, je vais vous en montrer un exemple dans un instant, des variations géniques qui ont une pertinence pour une maladie donnée. Mais évidemment, vous allez voir, c'est à la fois très intéressant et compliqué. Je vais passer ça et on va aller directement à l'exemple. J'ai pris comme exemple les maladies inflammatoires de l'intestin, qui sont des maladies relativement fréquentes. La maladie de Crohn, qui sont des pathologies inflammatoires sévères de l'intestin grêle et du côlon, ou la rectocolite hémorragique. À peu près une personne sur 1000 est atteinte de cette maladie, donc c'est relativement fréquent. Et c'est une maladie qui est multifactorielle. On sait qu'il y a une base génétique parce qu'il y a des familles où il y a plus souvent des maladies de Crohn et des rectocolites hémorragiques que dans d'autres familles. Mais on sait que ce n'est pas non plus une génétique simple comme l'est celle des déficits immunitaires ou de l'hémophilie ou de la mucoviscidose où on a une mutation d'un gène qui donne la maladie. On est quelque part entre les deux. Donc il y a eu des travaux de fait. Et là, je prends l'exemple du travail le plus récent dans ce contexte de l'étude de ces maladies-là, mais ça a été fait pour à peu près aujourd'hui toutes les maladies auto-immunes, toutes les maladies inflammatoires, toutes les maladies allergiques, pour essayer d'en déterminer les éléments génétiques. Donc, un travail qui date d'il y a 2 ans, publié dans Nature, d'un consortium international. Ils ont trouvé 163 régions dans le génome où il y a une liaison, où il y a des variants déterminés avec des polymorphismes des nucléotides qui sont associés avec le risque d'avoir une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique. Donc c'est très intéressant parce que ça apporte des informations, ce d'autant que parmi ces 163 régions, il y en a un paquet dans lesquelles il y a des gènes, il n'y a pas toujours des gènes, ça peut être aussi des régions qui régulent, mais il y a des gènes dont le produit, l'ARN messager et la protéine, codent pour des éléments impliqués dans les réponses immunitaires anti-infectieuses. Donc ça veut nous dire que la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique ont comme déterminisme au moins partiel des variations par rapport à la normale de notre capacité de nous défendre contre les microbes. Donc, ce qui fait un lien entre une maladie inflammatoire et la réponse anti-infectieuse, ce qui n'était pas évident a priori. Mais en même temps, ça c'est bien. La limite de cette approche, qui de ce fait n'a pas d'intérêt médical, c'est que si vous prenez individuellement chacun de ces 163 régions du génome associées à la maladie, le risque d'avoir la maladie par rapport à la population générale n'est pas très élevé. C'est par exemple si, par définition, le risque est 1, si vous avez une variation, peu importe laquelle, vous allez avoir un risque multiplié par 1,1, 1,2, 1,3, 1,5. C'est très peu. Donc c'est une information qui n'a aucun intérêt médical, mais qui a un intérêt scientifique parce qu'elle contribue à comprendre des mécanismes généraux de maladie. Et la limite de cette approche, je n'entre pas dans les détails de ce qui est inscrit ici, c'est que même si on combine l'ensemble, on explique que 13,6%, donc une toute petite partie, de la variabilité génétique. Donc il reste beaucoup de boulot. Et pour avancer, il faudrait faire ce type d'étude qui est fait aujourd'hui sur des cohortes d'environ 1000 individus atteints de la maladie. Il faudrait passer à 10 000 ou 100 000 pour trouver des éléments plus rares. Évidemment, ça devient un tout petit peu difficile à faire. Mais ça permet d'arriver à ce genre de schéma, juste pour être cohérent, au moins vous donner des résultats, pas uniquement des techniques. Aujourd'hui, l'idée qu'on se fait des maladies inflammatoires de l'intestin,
c'est qu'il y a une modification du contrôle des bactéries de l'intestin. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début de mon topo. Je vous ai dit que nous avons 10 puissance 14, quelque chose comme ça, bactéries dans l'intestin, et que nous vivons en bonne intelligence avec ces bactéries. Et nous vivons en bonne intelligence avec ces bactéries parce que nous développons un certain degré de réponse immunitaire contre elles, qui nous notamment les mettent à distance de l'épithélium intestinal, évitent qu'elles viennent se coller et qu'elles pénètrent. C'est un tout petit peu approximatif ce que je dis, mais c'est à peu près juste. Et les individus qui ont ces variations génétiques de gènes qui ont ces noms un peu ésotériques, ici NOT2, ATG, 16L1, IL23R, qui ont ces petites variations qui ne sont pas dans l'absolu très dramatiques, eh bien, ils ont une situation qui fait que de temps en temps, dans une situation de stress ou d'un certain type d'infection, ou en fonction de leur régime alimentaire, la flore intestinale va se modifier. Ça, c'est des petites bactéries, ça, c'est l'épithélium de l'intestin, ça, c'est en dessous, dans l'intestin, ça, c'est la lumière, donc c'est la zone d'interface dont je vous parlais au début. Les bactéries vont changer et elles vont avoir vous voyez qu'elles changent d'aspect sur l'image, c'est une façon d'illustrer le propos. Et ces bactéries-là deviennent méchantes. Et méchantes, ça veut dire sur un plan scientifique, qu'elles sont capables de pénétrer à l'intérieur, à travers les cellules épithéliales, de provoquer des réponses immunitaires et une inflammation chronique. Et expérimentalement, ce qui permet de dire ça, c'est que les bactéries de la flore de patients qui sont atteints de ces maladies, ou dans des modèles animaux, si on les transfère à des souris, on peut reproduire la maladie. Donc les variations génétiques font qu'on ne se comporte pas tout à fait normalement à l'égard des microbes, des bactéries spécifiquement de l'intestin, et de ce fait, on développe une inflammation chronique. Donc c'est un des exemples avec des limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui par ces approches génétiques complexes. Alors, arrivé là, on va essayer de vous dire encore une ou deux choses, voir jusqu'où on peut aller dans la complexité des analyses. Et vous allez voir qu'on arrive à faire des choses qui sont assez sophistiquées. Je vais essayer, on terminera par cet exemple-là, je n'irai pas plus loin, j'espère que je ne vous aurai pas complètement noyé sous les approches, mais au moins vous avez une idée de la façon dont on peut étudier le système immunitaire. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce qui est indiqué ici. Prenez une population d'individus, éventuellement d'animaux, d'ailleurs, vous pouvez faire la même chose chez l'animal. Évidemment, il y a une diversité, nous sommes tous différents les uns des autres. C'est un peu différent si on prend des lignées animales. Considérons qu'il s'agit d'une population humaine. Nous allons étudier en parallèle trois choses. On va en faire la génétique. On va étudier le génome entier, éventuellement, pourquoi pas, on peut aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire séquencer complètement notre génome. Vous savez que c'est quelque chose qui est aujourd'hui faisable, pour un prix d'ailleurs relativement raisonnable, même si on ne peut pas en tirer énormément d'informations pratiques sur un plan médical, mais on peut avoir ces données, au moins avoir les données sur les variations dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, en certaines positions de notre génome, nous ne sommes pas identiques les uns aux autres, je vous rappelle à peu près une fois sur 10 000 dans l'ensemble de notre génome. Donc on a cette information génotypique, en quoi l'individu A est différent du B, du C, du D, du E, etc. Premier type d'information. C'est proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la maladie de Crohn. Et ensuite, en parallèle, on va étudier un certain type d'information immunologique des globules blancs du sang. On va prendre des globules blancs, comme on a fait tout à l'heure pour les individus vaccinés contre la fièvre jaune, et on va étudier toutes sortes de marqueurs cellulaires avec les techniques que je vous ai énumérées tout à l'heure. Donc, je vous ai montré quelques exemples. La cytométrie de flux, avec les techniques plus sophistiquées permettant d'analyser un plus grand nombre de paramètres. On va regarder la production de cytokines, des ARN messagers, le protéome, c'est-à-dire l'ensemble des protéines, présentes dans un certain type de cellules. Donc, une gamme assez large d'informations. Et on va le faire sur les cellules qu'on a pris du sang sans rien faire d'autre, fraîchement isolées du sang de l'individu. Et puis on va le faire en parallèle dans un contexte où on va activer les cellules, on va mimer une infection. On va activer au laboratoire un certain type de lignée cellulaire, ça peut être les lymphocytes si on s'intéresse aux lymphocytes, aux monocytes si on s'intéresse à l'immunité innée, etc., etc. On va voir un exemple dans un instant, avec un agent infectieux qui va entraîner une réponse immunitaire. Donc certaines protéines qui n'étaient pas présentes initialement vont devenir présentes et d'autres qui étaient présentes vont disparaître, etc., etc. Donc on va avoir trois types d'informations. L'information génétique, variation entre individus, et variation pour chaque individu d'une série de paramètres de la réponse immunitaire d'une lignée cellulaire dans une circonstance donnée. Et on va essayer d'analyser ces données qui vont être multiples. On est typiquement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le domaine des big data, parce qu'on aura rassemblé un très grand nombre d'informations, des milliers d'informations génétiques, phénotypiques, et on va essayer de corréler l'ensemble, d'en sortir quelque chose d'intelligent.
Est-ce qu'on est capable de sortir quelque chose d'intelligent qui commence à se rapprocher de la question que j'ai posée au début? Peut-on mesurer la réponse immunitaire? Ce qui est éventuellement ici, l'objectif, c'est de dire, en fonction des variations génétiques de notre génome, est-ce que je peux prédire, une fois que j'ai ces résultats, pour un individu donné, en fonction de sa réponse à tel ou tel extrait d'une bactérie, s'il va être capable ou non de se défendre convenablement, etc., etc. Et ceci est intéressant. Voilà un exemple, et on terminera avec cette image-là, de travaux qui ont été publiés il y a quelques semaines. On est vraiment au vif de l'actualité de ce type d'analyse complexe du système immunitaire, dont je pense qu'elle représente un élément d'avenir important. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, à Boston. 534 individus ont été testés de la façon suivante. Génotypés, donc encore une fois, en gros, on a séquencé leur ADN, pas tout à fait complètement, mais on a étudié les variants de leur ADN. Donc on sait comment ils se distinguent les uns des autres. Et on a pris dans leur sang les cellules dendritiques. Je vous rappelle, les cellules dendritiques, ce sont les cellules qui présentent l'antigène aux lymphocytes T. On y reviendra dans un autre cours, des cellules extrêmement importantes de l'immunologie du système immunitaire adaptatif. Les cellules dendritiques de ces 534 individus, où le travail, c'est un travail considérable, au laboratoire, elles ont été stimulées, activées par deux substances, soit influenza, le virus de la grippe. Donc on met le virus de la grippe sur ces cellules dendritiques, on va regarder ce qu'elles font. On va voir ce que c'est, ça veut dire quoi ce qu'elles font. Ou bien du LPS. LPS, c'est-à-dire lipopolysaccharide. C'est une substance, mixte lipide-sucre qui provient de la paroi de certains types de bactéries. Donc ça mime certaines réponses à des infections bactériennes. Donc les cellules dendritiques de mes 534 individus, qui ont tous évidemment un génotype un peu différent, on va regarder ce qu'elles sont capables de produire en termes, on retrouve le lipopolysaccharide ici, ou le virus de la grippe qui est imagé ici. Voici la cellule dendritique sortie de mes individus, voilà mes 534 individus, et on va regarder l'expression d'une série de gènes. Et on va le corréler à leur génotype. Génotype, vous avez un exemple ici. Vous avez ici une séquence de nucléotides, peu importe laquelle, et vous voyez que pour une certaine position, un certain endroit du génome, encore une fois, peu importe lequel, certains individus vont avoir A, adénine, et d'autres vont avoir G, guanine. Donc c'est typiquement une variation, comme nous en avons des milliers qui nous séparent les uns des autres dans nos génomes. Et de quoi on s'aperçoit? C'est que les individus qui ont la position A à cet endroit-là, ça va être un individu de ce type, pour un certain gène, encore une fois, peu importe lequel, s'il est AA, donc homozygote, comme vous savez, nous avons, nos chromosomes vont par paire, donc on a deux fois la même séquence d'ADN, ou pas, et donc dans le cas de cet individu, en cette position très précise du génome, il est AA. Et pour ce gène-là, mettons gène d'un interféron, pourquoi pas, il en produit très peu. Il y a un seul petit brin d'ARN messager. Évidemment, c'est une image. À l'inverse, les individus GG, ils en produisent plein. Et comme vous voyez, l'individu AG, il en produit un peu. Donc on a une situation où on peut corréler une certaine séquence de notre génome avec une fonction qui est la production, à travers ici l'analyse de l'ARN messager, mais ça pourrait être une protéine, d'une substance pertinente d'une réponse immunitaire. Mettons un interféron, encore une fois, ça peut être plein d'autres choses aussi. Et si on fait ça pas une fois, mais sur des centaines de protéines, des centaines d'ARN messagers, on peut corréler certaines régions du génome avec la régulation de la production de ces protéines et comprendre ce qui nous distingue les uns des autres et éventuellement relier ça avec des maladies. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit que lupus égale production forte d'interférons. On peut mettre en évidence une série de variations génétiques dans le génome des individus lupiques qui en partie rendent compte du fait qu'ils produisent plus d'interférons que d'autres. Je suis conscient que ceci n'est pas une affaire simple pour personne, y compris pour les chercheurs qui ont publié ce travail. C'est le début de ce type d'analyse quantitative. Mon objectif, et je vais m'arrêter après vous avoir dit cela, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent d'entrer dans le détail fin des effecteurs des réponses immunitaires, les interférons, les cytokines, l'expression de toutes sortes de molécules importantes dans la défense anti-infectieuse, importantes dans les pathologies auto-immunes, et de corréler tout cela avec nos variations génétiques, et donc peut-être de comprendre progressivement la composante génétique de tous les événements des maladies qui comportent une atteinte du système immunitaire. Il y en a pour des dizaines d'années de travail, je vous rassure, mais vous tombez, si je puis dire, je ne sais pas si vous tombez à pic, c'est vous qui le jugerez, mais ces résultats, ce sont les tout premiers résultats qui viennent d'être publiés, qui, de ce type d'analyse extrêmement fine,
corrélants, variations génétiques et phénotypes étudiés de façon très très détaillée, avec des centaines, même des milliers de paramètres chez des individus différents. Donc c'est vraiment le début d'une histoire, et je pense, en pesant mes mots, un début d'une révolution de la façon dont nous allons analyser le système immunitaire dans les années qui viennent. Ça implique d'avoir des sacrées compétences, certes un peu de médecins ou d'immunologistes, mais beaucoup de bioinformatique. Donc c'est un appel au peuple que des bioinformaticiens compétents viennent travailler sur ces sujets, parce que sans eux, des individus comme moi, médecins immunologistes, on n'est absolument pas capable de faire ça, parce qu'on ne sait pas traiter ces données. Les seuls des bioinformaticiens, en l'occurrence des informaticiens qui savent manier de façon habile des algorithmes, sont capables de nous déduire ces corrélations. Mais c'est un travail qui commence et qui nous mènera probablement, progressivement, à répondre aux questions que je posais tout à l'heure sur peut-on prédire une réponse immunitaire, peut-on finalement analyser l'état de santé de notre système immunitaire avec toutes les implications médicales que cela implique. Voilà, je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, naturellement, je y répondrai bien volontiers.